Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Légendes et Vérités. Je reçois Thierry Lehette pour son ouvrage, sa publication consacrée à la dynastie capétienne, ouvrage écrit en collaboration avec Christian Fleury et Fabien Gandrille. Monsieur Lehette, bonsoir. Bonsoir, monsieur Abed. Avant toute chose, pourriez-vous prendre la peine de vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas et surtout pour celles et ceux qui croient vous connaître? Donc, je m'appelle Thierry Lehette, j'ai 65 ans, je suis marié, j'ai deux grands-enfants de 34 et 31 ans. J'ai fait toute ma carrière au sein de la fonction publique territoriale et la fonction publique d'État. Ma passion est l'histoire et surtout la généalogie, et donc je suis auteur depuis 1987 de 8 ouvrages consacrés à la généalogie et plus particulièrement à la généalogie des familles féodales et royales. Très bien, merci beaucoup. Pourriez-vous nous présenter votre ouvrage, s'il vous plaît? Alors, mon dernier ouvrage est paru en avril de cette année et est consacré exclusivement à la descendance agnatique mais illégitime ou naturelle des Capétiens, en excluant bien sûr le Portugal qui, à lui seul, pourrait faire l'objet d'un troisième tome. Et donc, j'ai développé la descendance en reprenant l'architecture du tome 1, ça veut dire la présentation en ordre de primogéniture des différentes branches. Et donc, j'ai développé, à partir de là, j'ai développé la généalogie des descendances naturelles de chaque branche, quand il y en avait, parce qu'il y a certaines branches où il n'y a aucune descendance naturelle, du moins connue à ce jour. Alors pour les plus jeunes qui ne connaissent pas le terme, pourriez-vous préciser le terme agnatique? Alors, agnatique, ça vient de agnat, qui veut dire, je crois en latin, le sang, et donc c'est la descendance exclusivement par les mâles. Donc, voilà. Alors, il y a quelque chose d'impressionnant dans votre ouvrage, c'est l'étude. C'est un ouvrage, double ouvrage. Dans mes notes, j'avais écrit qu'il s'agit d'un véritable travail de bénédictin. Concrètement, combien de temps avez-vous mis pour l'écrire? Alors, j'ai mis, en règle générale, et d'ailleurs, c'est à peu près la moyenne pour tous mes livres, c'est à peu près 7 ans. Donc, j'ai commencé celui-là en 2018 et j'ai terminé en février 2025 de cette année. Donc, vous voyez, à peu près 6 ans et demi, 7 ans. Mais c'est à peu près la moyenne que je mets pour tous mes ouvrages. Quand on écrit sur la dynastie capétienne et la généalogie, est-ce que vous avez une appétence pour la monarchie, pour l'histoire médiévale, ou c'est un intérêt purement intellectuel? Alors, bien sûr, je suis venu à la généalogie assez jeune, hein, à peu près à 15 ans, mais dès le cours préparatoire, j'étais j'adorais l'histoire, surtout l'histoire de France, et je l'ai apprise à l'époque, vous savez, avec les fameux tableaux qu'on nous montrait avec les dracars descendant, remontant la Seine, ou le chêne Saint-Louis rendant la justice sous chêne. Bon, c'est vrai que c'était une histoire qui semble aujourd'hui un peu datée, mais c'est ça qui m'a donné l'intérêt pour l'histoire. Et après, j'ai découvert la généalogie vers 15 ans, en fréquentant une bibliothèque et en découvrant les immenses Larousse du 19e siècle où étaient présentées des généalogies. Et de fil en aiguille, moi je suis issu d'un milieu qui n'avait il y avait très peu de livres chez mes parents, et donc moi j'ai appris par moi tout seul, et j'ai découvert qu'à 18 ans, alors que d'autres le découvrent bien plus souvent, bien plus tôt que moi, j'ai découvert le père Anselme, qui est en fait l'historien qui a en 9 tomes, je crois 8 ou 9 tomes, qui a développé l'histoire généalogique de la famille royale, et puis des grands officiers de la couronne. Et là, de fil en aiguille, j'ai
J'ai toujours travaillé sur, même si je suis passé sur d'autres dynasties, comme la dynastie de Champagne ou la dynastie de Normandie, j'ai toujours eu un faible pour tout ce qui était lié aux Capétiens. Et il est évident que quand vous baignez dans cet univers, c'est presque un univers pour moi. Effectivement, vous avez une appétence aussi pour tout ce qui est monarchie. Et je reconnais, moi, je suis monarchiste. Mais je suis un monarchiste, je pense, pas politique, mais plutôt pour la symbolique et pour l'histoire du pays. Merci beaucoup. Depuis quelques années, on voit un regain pour la généalogie, la recherche des ancêtres, etc. Il y a quelque chose qui est assez difficile, c'est déjà, comment vous définirez la généalogie? Qu'est-ce que c'est concrètement? Est-ce que c'est une science? Est-ce que c'est un art? Est-ce que c'est une discipline historique? Alors moi, je dirais que c'est une discipline annexe de l'histoire. Parce que souvent, pour comprendre les arcanes de l'histoire, notamment par exemple la guerre de 100 ans, vous êtes obligé de vous appuyer sur les généalogies féodales du 14e et 15e siècle pour comprendre. Si vous voulez comprendre la guerre des Deux Roses, il faut bien que vous ayez sous les yeux une généalogie des Plantagenets. Donc moi, je le vois comme ça. Alors aujourd'hui, il y a un engouement pour la généalogie, effectivement, mais ça devient, je pense, plutôt aujourd'hui quelque chose, un travail qui se fait plutôt de manière individuelle, et les clubs de généalogie ont tendance à péricliter aujourd'hui. Et par exemple, et de même que les ouvrages de généalogie classiques ont tendance à beaucoup moins se vendre. Et puis, comme il y a beaucoup de choses en généalogie sur Internet et d'accès gratuit, les gens se tournent vers Internet, ce qui permet souvent d'accélérer des recherches généalogiques, puisque vous pouvez maintenant faire votre généalogie à partir de votre chambre ou de votre séjour, puisque vous avez tout en ligne. Ça, ce point-là, il est vrai, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'y met de chez lui peut avoir accès à ses ancêtres, mais sur combien de générations? Eh bien, écoutez, s'il sait à peu près de quelle région il est, donc il a déjà à sa disposition les archives départementales, et donc il aura les registres d'état civil et antérieurement les registres paroissiaux, ce qui lui permet de remonter jusqu'au XVIe siècle, au moins la fin du XVIe siècle, hein, puisque c'est à partir de 1500, je crois, c'est le traité de Villers-Cotterêts qui impose les registres paroissiaux. C'est au début au début du XVIe, je crois. Oui, c'est 1539. Oui, c'est ça. Voilà. J'ai dit au début, c'est plutôt. Et puis après, bon, si vous avez la chance d'avoir des quartiers de noblesse, même de petite noblesse, vous aurez la possibilité d'aller sur Gallica, qui est en fait la partie numérique de la Bibliothèque nationale de France. Et là, vous avez accès au dossier bleu, donc au cabinet de Dosier. Donc tout ce que, en fait, Dosier était le généalogiste du roi, et c'est lui qui déterminait si, par exemple, l'admission comme page du roi ou aux demoiselles de Saint-Cyr, si des nobles avaient vraiment des ancêtres nobles, et donc ils constituaient des dossiers sur chaque famille noble. Et donc là, ça vous permet de remonter 13e, et puis après, bon, bah, vous avez souvent des connexions avec des familles comme les Capétiens ou les Carolingiens, et donc là, vous remontez au-delà du 8e siècle. Quelle est, selon vous, la principale originalité de votre publication par rapport à d'autres travaux sur le même sujet? Alors, je suis parti d'un constat. Quand j'ai commencé les recherches, je ne suis pas parti d'une page blanche. Il y avait beaucoup de généalogies qui avaient déjà été établies, puisqu'il y a de grandes familles qui descendent de manière naturelle des Capétiens, comme les ducs de Longueville, les Orléans-Longueville, qui descendent du fameux bâtard de Dunois. Et donc,
pour la plupart des généalogies, beaucoup de généalogies, je n'ai rien inventé, je n'ai fait que reprendre, essayant par exemple d'améliorer quand même à la marge quelques généalogies. Et j'ai eu surtout la chance de découvrir 3 branches descendantes des ducs de Bourgogne, ce qui fait un peu l'originalité de mon livre, puisque en fait la descendance naturelle des ducs de Bourgogne, qui était assez très 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 importante, hein, puisque par exemple Philippe III, duc de Bourgogne, a eu 26 bâtards, donc sur les 26, il y en a plusieurs qui ont eu des descendants. Et donc jusqu'à mes recherches, on considérait que l'extinction des ducs de Bourgogne, enfin la descendance naturelle des ducs de Bourgogne, c'était 1886 avec Charles de Bourgogne qui était maire d'Estaimbourg en Belgique. Et moi, j'ai eu la chance, parce que je n'ai pas tout découvert moi-même, je me suis appuyé sur des travaux de personnes, notamment Michel Méganc, qui avait déterminé qu'il y avait un certain nombre de familles Bourgogne qui descendaient de manière lointaine des ducs de Bourgogne. Et moi, j'ai pu prolonger cela, surtout au-delà du milieu du 19e siècle, parce que beaucoup de généalogies que l'on trouve sur Généanet, je me suis servi de ça d'ailleurs. Les gens se sont arrêtés à peu près 1850, parce qu'après, ils ne trouvaient plus. Et moi, je suis d'une opiniâtreté en généalogie qui fait que j'ai retrouvé les descendants, trois familles qui descendent des ducs de Bourgogne, et à qui j'ai appris qu'ils descendaient des ducs de Bourgogne. Et ces 3 familles portent le patronyme Bourgogne. C'est ce qui fait l'originalité de mon ouvrage. Très bien, merci beaucoup. À vous écouter, donc la généalogie, aujourd'hui, serait beaucoup plus facile à entreprendre qu'il y a quelques années. C'est avant, il fallait se déplacer, c'était difficile. Là, aujourd'hui, donc en fait, quand vous écrivez cet ouvrage, la difficulté, ça tient en réalité au nombre de matériaux, plus qu'à la difficulté d'avoir les matériaux. Oui. Effectivement, donc, je ne me cache pas, j'ai réalisé la plupart de mes travaux à partir de chez moi, parce que j'ai utilisé déjà tout ce qu'il y a sur Internet. Hein, donc, et après, à la marge, je me suis déplacé en Belgique pour aller repérer quelques tombes. Mais ça, c'était vraiment à la marge. Mais le principal, je le fais de chez moi. Ce qui me change d'il y a quelques années où il m'arrivait, par exemple, j'habitais à Évreux à l'époque, j'ai fait Évreux-Moulins en partant 2h du matin pour arriver à Moulins à l'ouverture des archives départementales, et j'ai quitté Moulins à la fermeture des archives départementales à 17h, et j'étais de retour à minuit chez moi. Donc j'avais passé 22 heures. C'est quelque chose que vous faites quand vous avez 35-40 ans. Vous ne le faites plus après, parce que c'était quand même dangereux. Alors, il existe souvent une confusion chez le grand public, oui, et même chez certains professeurs d'histoire, entre armoirie et blason. Est-ce que vous pourriez nous donner la différence? Alors, les armoiries, ça va être plutôt, le blason avec ce qui entoure le blason. Ça veut dire, malheureusement, je n'ai plus les choses en tête. Et donc, normalement, l'héraldique, c'est ce qu'on appelle la science du blason. Et c'est vrai que je m'embrouille peut-être un petit peu là-dessus. Mais je dirais que quand ce sont les armoiries, ça va au-delà du blason, c'est tout ce qui entoure le blason, donc les cimiers, les décorations qui illustrent le blason. Moi, c'est comme ça que je le définirais. C'est peut-être pas forcément. Il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans l'ouvrage, enfin dans les 2 ouvrages, c'est le nombre d'armoiries blason que vous mettez en avant, et je trouve que c'est passionnant parce que on s'aperçoit des couleurs, des animaux, même parfois les blasons correspondent bien à un certain esprit de telle ou telle famille. Est-ce que ça, c'est difficile de les retrouver, ou c'est assez évident? Non, c'est difficile. Alors, je dirais que
pour les branches de Bourgogne, ça a été assez facile. Quoique j'ai eu la chance d'en découvrir, qui était, d'ailleurs, c'est le blason qui illustre la tranche du livre. Je le trouve exceptionnel et je l'ai découvert vraiment, vraiment par hasard sur une petite publication qui datait des années 50. Et par contre, là où j'ai rencontré énormément de difficultés pour retrouver des blasons, c'est tout ce qui est lié à la descendance naturelle des rois de Navarre qui étaient à l'origine comtes d'Évreux. Et là, j'ai écrit en Espagne et j'ai eu quasiment aucune réponse. J'ai contacté des héraldistes espagnols qui n'ont pas été en mesure de me répondre. Et je ne pense pas avoir pu comment trouver tous les blasons. Mais ça me semblait, quelquefois, il y a par exemple, il y a un blason d'un évêque de la famille de Cabrega, qui était archevêque d'une ville importante d'Espagne. Et là, j'ai dû faire des recoupements pour essayer de retrouver et de reconstituer son blason, ce qui n'était pas facile. Vous en avez un tout petit peu parlé tout à l'heure. Il y a un aspect que j'aimerais aborder, c'est votre travail de recherche, d'une manière plus générale et peut-être plus précise, plus exhaustive. Comment avez-vous organisé vos recherches? Et surtout, est-ce qu'il y a des sources qui sont plus déterminantes que les autres pour écrire votre ouvrage? Alors, effectivement, bon, alors, vous pouvez partir de sources assez anciennes, mais qui, quelquefois, sont fiables, hein, comme le Père Anselme, qui date du début du XVIIIe siècle. Mais l'intérêt, c'est aussi de rechercher des publications récentes et notamment essayer de s'appuyer aussi sur une source dont les protagonistes ne sont pas toujours au courant des découvertes qu'ils font parce que leur sujet est autre. Je prendrais par exemple Monsieur Mouille-Bouche, qui est un universitaire de Bourgogne et qui a fait des travaux surtout sur la castellologie, hein, sur l'étude des châteaux, et qui, au travers de ses travaux, a donné des généalogies qui étaient inconnues. J'ai d'autres exemples de thèses de doctorat sur des abbayes d'Autun qui donnent des personnages qu'aucun généalogiste n'avait trouvé avant eux. Alors eux, ils font des recherches vraiment aux sources primaires, ce qui leur permet de trouver des choses que finalement tout le monde qui sont pas assez à côté pour certains généalogistes. Et je citerai par exemple la thèse de doctorat de Marie-Lise Fière, qui a fait une thèse de doctorat absolument remarquable sur les bâtards de Bourbon entre le XIVe et le milieu du XVIe siècle, et qui a travaillé 8 ans, enfin qui a travaillé au moins 5 ans sur sa thèse. J'espère qu'elle la publiera un jour, et qui a fait un travail remarquable. Et notamment, c'est grâce à elle que j'ai retrouvé certains blasons de bâtards de Bourbon que je n'avais vu nulle part. Mais elle est allée dans le tréfonds de la Bibliothèque nationale, vraiment, vraiment très loin. Et je reconnais aussi un ouvrage qui est exceptionnel, mais qui est d'un Espagnol, qui est de Iñaki Yerobi, et qui a fait son mémoire en Espagne sur la maison de Beaumont. Et lui a fait un travail vraiment absolument exhaustif. Alors, j'ai beaucoup correspondu avec lui. Et moi, j'ai eu la chance. Alors lui, son dernier, par exemple, c'est pour vous donner un exemple de mes recherches, son dernier, le dernier descendant, pour lui, il se situe vers 1830. Et moi, parce que j'ai ce sens et j'ai 40 ans d'expérience derrière moi, et puis il faut avoir de la chance, mais aussi de l'expérience, et j'ai pu entrer en contact avec la descendante, la petite fille de la dernière,
la dernière Beaumont qui descendait en ligne agnatique des rois de Navarre et qui n'est morte qu'en 1988. Alors, elle a vécu à Cuba, puisque les Beaumont qui sont devenus Viamont en hispanisant leur nom, se sont installés de plusieurs branches se sont installées à Cuba au XVIIIe siècle et ont fait souche. Et il se pourrait qu'il y ait encore des Capétiens actuellement à Cuba, mais malheureusement, mes recherches n'ont pas pu aller au-delà de 1988. Merci beaucoup, c'est passionnant. Au fil de votre recherche, ou plus exactement de vos recherches, est-ce que vous avez fait des découvertes inattendues? Est-ce que vous avez trouvé des trésors qui auraient pu être cachés ou méconnus? Si je reviens à ce que je vous ai dit, c'est d'avoir, si vous voulez, d'avoir découvert les trois branches de Bourgogne. Hein, ils n'ont pas de particulier, ils s'appellent Bourgogne. Mais c'est d'aller de découverte en découverte. Et c'est surtout, je prendrai cette anecdote. Vous savez que vous ne pouvez pas accéder aux archives qui ont moins de 100 ans. Donc moi, mes travaux sur les Bourgognes, sur la première branche qui est la branche aînée en fait de tous les Capétiens, je m'arrête. J'ai eu la chance de trouver le fils d'un de ces modestes Bourgognes qui était devenu instituteur au XIXe siècle et qui est mort en 1933, qui a permis à son fils de faire des études d'ingénieur. Il était sorti d'ingénieur à métier, il s'appelait Lucien Bourgogne, en 1906. Et là, je n'avais plus aucune information. Mais vous bloquez pendant des mois. Ça veut dire que vous laissez ça dans votre tête et mais vous y revenez. Vous dites comment je. Et puis par une chose, vous épluchez les avis de décès et par rapport à ça, puisque la dernière date que j'avais trouvée, c'était le fils de Lucien qui s'appelait Pierre, qui était né en 1920. J'avais vu sur des listes dans des journaux du nord de la France qui passaient le bac en 1938. Et je n'ai plus trouvé d'informations. Jusqu'au jour où j'ai vu un avis de décès qui remontait à 2011, donc, et qui correspondait absolument à ce personnage. Et donc, et dans son avis de décès, on citait ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Mais je ne pouvais pas aller plus loin, il n'y avait aucun nom. Et puis bon, quand vous appelez Pierre Bourgogne, tapez Pierre Bourgogne sur Internet, vous allez tomber sur les margelles des piscines. Donc, et je trouve, alors j'ai dit, je vais voir au moins l'avis de décès de son épouse, puisque si lui était en 1920, était né dans ces années-là, je cherche les avis de décès, puisqu'elle s'appelait Marguerite de Vos, et je ne trouve rien. Et puis je vais sur un annuaire téléphonique et je vois Marguerite Bourgogne à Douai. Et donc, j'appelle la dame, 96 ans. Bon, je n'ai pas essayé de lui expliquer ma démarche, mais elle m'a dit, je vous donne le numéro de téléphone d'un de mes fils. Il m'a donné un numéro fixe, hein, parce que le portable, pour les gens âgés, ça coûte trop cher. Et donc, j'ai pu entrer en contact avec cette famille. C'est par ce truchement, alors que, bon, cette famille aurait perduré, mais elle n'aurait jamais su qu'elle descendait des ducs de Bourgogne. Ça tient à pas grand-chose. On peut dire que le généalogiste est un petit peu un enquêteur. Je peux dire que j'ai mené des enquêtes de police. C'est littéralement des enquêtes de police parce que vous recoupez vos sources et vous les recoupez à plusieurs fois. Et pour la dernière branche, la dernière branche que j'ai trouvée, ce sont des Bourgognes qui habitent Malines, donc au nord de Bruxelles. Et c'est pareil, là j'ai piétiné pendant 4 ans. Mais j'ai fait une enquête et j'ai parcouru les cimetières de Charleroi. J'ai un ami généalogiste qui s'appelle De Carnière qui m'a donné des pistes. Et puis j'avais contacté un descendant, mais par les femmes, qui m'a dit mais il a fini par me donner les noms de ses enfants. Puis il me dit il y en a un, il est parti s'installer dans les années 50 à Mali.
Et donc, c'est pareil, je suis passé par l'annuaire téléphonique, j'ai trouvé un Yves Bourgogne qui habitait Malines, et je l'ai pas téléphoné parce que en règle générale, je ne téléphone pas aux gens parce qu'ils se disent que c'est encore une démarche pour vendre quelque chose, donc je préfère écrire un courrier avec un tableau généalogique pour expliquer tout ça. Et cet Yves Bourgogne était bien le descendant de ceux que je cherchais depuis 4 ans. Et c'est une personne très très sympathique. J'ai rencontré toute la famille en avril de cette année à Malines, et ils m'ont fait un accueil absolument fabuleux. Je ne m'attendais pas à un accueil pareil, ils avaient réuni toute la famille pour moi. Donc voilà, moi, c'est des choses qui... si, je finirai par ça, je suis un généalogiste et j'ai eu la chance de trouver des choses, c'est un peu comme un zoologiste qui retrouve une espèce éteinte et qu'on croyait éteinte ou qui découvre un animal qui était connu de personne. Bon, je ne vais pas comparer les Bourgognes à des animaux, hein, mais j'ai eu la chance dans ma carrière entre parenthèses de généalogiste de faire des découvertes absolument fabuleuses. Alors, c'est pas pour me jeter le fer, mais j'étais à peu près le seul à pouvoir faire ce genre d'enquête parce que j'ai une expérience qui a quand même 4 décennies. Je suis toujours à la recherche d'un Bourgogne qui habite du côté de Charleroi et que je n'arrive pas à identifier. Bon, mais écoutez, après, vous ne pouvez pas gagner. La généalogie, c'est comme la pêche. Quelquefois, vous tirez un gros poisson, quelquefois, vous restez sans rien. Voilà. Mais écoutez, le message est lancé, on ne sait jamais. Alors, vous avez bien parlé des Bourgognes, de ces branches. Est-ce qu'il y a d'autres familles que vous avez trouvées ou retrouvées qui vous ont particulièrement marqué? Est-ce qu'il y a une anecdote historique ou quelque chose d'un peu qui sort un peu des sentiers battus, ou au contraire, la généalogie, pour le reste, c'est assez classique, assez lisse, on va dire? Ça de mémoire, donc il y a eu. Alors j'ai fait quelques améliorations par exemple sur tout ce qui était la descendance des Bourbon-Busset et notamment aussi des bâtards de bâtards qui j'ai pu retrouver quelques. Il y a une chose qui m'a absolument plu. Alors c'est pas moi qui suis à l'origine. Mais je l'ai trouvé sur Génanet, mais je vérifie toujours ce que les gens publient sur Génanet, je vais vérifier aux sources. C'est la famille les Valois de Saint-Rémy, et vous devez connaître la fameuse comtesse de la Motte, celle qui vendit un collier au cardinal de Rohan qui devait l'offrir à la reine Marie-Antoinette. Et cette comtesse a été bannie, elle a été emprisonnée, elle s'est échappée, elle s'est défenestrée à Londres, elle était ruinée, enfin bon, elle était couverte de créances. Mais bon, donc ça reste la comtesse de la Motte, hein, qui en fait sera un des épisodes qui accéléreront la chute de la monarchie, hein, puisque c'est surtout Marie-Antoinette était étrangère à cette affaire, mais c'est elle qui a été éclaboussée. Et cette comtesse de la Motte avait une sœur, parce qu'en fait la famille était tombée vraiment dans la misère noire et avait dû leur salut à une comtesse qui les avait pris sous son aile et qui en avait parlé au roi. Et cette comtesse de la Motte avait une sœur qui s'appelait, je crois, Charlotte, dont on ne connaissait absolument pas la destinée. Donc, je vous parle de ça. La comtesse de la Motte meurt en 1791. Elle était née dans les années 1750, par là. Et j'ai trouvé, mais c'est pas moi qui l'ai trouvé, hein, mais je l'ai mis dedans. Elle avait une sœur qui a été chanoinesse en Allemagne, qui s'est mariée avec un architecte et qui finalement est décédée 45 ans après sa sœur dans un petit village de l'Oise. Donc, on peut dire que la dynastie des Lamotte Valois a perduré presque un demi-siècle de plus que ce qui était connu jusqu'à nos jours. C'est une petite anecdote. Hein. Merci beaucoup. En écrivant ce livre, quelle place avez-vous accordé à la mémoire familiale ou aux mémoires familiales et également à la transmission intergénérationnelle? Alors, je dirais, moi,
ce que j'ai écrit n'est pas novateur, mais l'objectif, moi j'ai un objectif en généalogie. Il y a des généalogies qui existent, elles sont toutes souvent bien argumentées, bien sourcées, mais moi j'aime bien aller encore plus loin, si vous voulez. C'est un peu le sens des Mormons qui font des généalogies, c'est surtout par rapport à la religion. Donc c'est pour honorer tous les gens qui sont passés sur Terre. Et donc moi, mon objectif, c'est d'établir les généalogies les plus exhaustives afin que ça reste. Je prends un exemple, et ce n'est pas dans mon livre, c'est un peu dans le Thomas, mais j'ai fait des recherches. Par exemple, j'ai trouvé des enfants morts très jeunes, mais qui n'avaient jamais été cités par aucun des grands généalogistes connus, ceux du 18e, 19e et 20e siècle. Voilà. Moi, c'est d'aller dans le plus loin et le plus précis possible. Merci. J'espère que j'ai répondu à votre question. Très bien, c'est votre réponse. J'ai souvent lu ou entendu que beaucoup de Français descendent ou descendraient de Saint-Louis. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est absolument vrai. Saint-Louis, déjà, il a dû avoir 8 enfants. Donc, vous voyez, la génération d'après, c'était des familles qui avaient beaucoup d'enfants. Et il y a vous trouvez sur Internet des descendances de généalogie. Vous avez même une personne qui en a fait son métier, qui a développé ça, qui s'appelle Capédia. Et donc, qui recense tous les descendants, mais qu'ils soient agnatiques ou par les femmes des Capétiens. Donc, il doit avoir dans sa data, il doit avoir plusieurs millions de personnes. Et je pense que mes travaux devraient lui permettre d'en trouver d'autres, puisque moi, j'ai mes branches, je reviens toujours un petit peu sur mes branches de Bourgogne, mais vous voyez, à partir du XVIe siècle, c'est des gens qui tombent dans l'obscurité, mais c'est des familles très modestes, paysannes ou de petits métiers, mais c'est des gens qui ont 10, 12 enfants à chaque génération. Donc, je peux vous dire que rien que déjà là, entre le XVIe siècle et le début du XXe, vous avez un sacré nombre de Belges qui doivent descendre de Saint-Louis et qui ne le savent pas encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous savez, certains historiens ou passionnés d'histoire ont évoqué une descendance de Louis XVII. Est-ce que d'un point de vue historique, ça a du sens? Est-ce qu'il y a des éléments? Est-ce qu'on peut retracer une généalogie ou ça reste quelque chose d'entendu en ce sens qu'il est mort au temple, comme l'histoire l'enseigne depuis... Alors, moi, je suis pas historien au sens stricto sensu, je n'ai pas de diplôme d'histoire. Pour moi, Louis XVII, il est mort au temple. Après, tout le reste, c'est un peu la littérature, et ça a permis à des gens d'écrire de nombreux ouvrages. Je vais peut-être me faire incendier par rapport à ça, mais moi, je ne crois pas du tout à la théorie de la survivaliste de Louis XVII. Et puis, quand bien même il aurait survécu, il aurait vécu peut-être dans un milieu qui ne lui aurait pas assuré une éducation et un standing qui aurait permis, au fil des générations, je dirais que c'est un peu des générations perdues. C'est un peu comme on a prétendu que Jean Ier, qui normalement, qui était né, Jean Ier le posthume, qui était le fils de Louis X, qui a vécu 5 jours, il y a eu des prétendants qui disaient qu'ils étaient Jean Ier, mais vous en avez à toutes les époques, vous avez toujours des pseudo-descendants. Vous avez eu Anastasia avec les Romanov, c'était en fait des Holstein-Gottorp. Quel message souhaitez-vous faire passer à vos lecteurs, et futurs lecteurs et actuels auditeurs, qu'ils soient passionnés d'histoire ou simplement curieux de leurs racines? Alors, moi, vous voyez, j'ai fait des ouvrages très sourcés, comme les Ducs de Normandie ou les Comtes de Blois et de Champagne. Donc ça, c'est vraiment, j'ai des milliers de références. Et là, les ouvrages que j'ai fait, le Thomas et le tome 2, c'est plutôt des tableaux généalogiques.
Ça, alors, il y en a qui vont me reprocher, oui, mais il n'y a pas toutes les sources. Mais bon, moi, je ne vais pas aller sur les traces, sur les plates-bandes de Monsieur Patrick Van Kerbroek, qui était l'auteur de la collection de la nouvelle histoire généalogique de l'Auguste Maison de France. Chacun son. Moi, mes ouvrages, c'est une vue d'ensemble. Ça doit permettre à un lecteur qui, après, peut voir ces tableaux généalogiques. C'est très figuratif, hein, donc vous voyez l'ensemble d'une famille. Mais ça peut lui donner, après, au lecteur, l'envie d'aller voir tel ou tel personnage, de s'intéresser à pourquoi lui, il a vécu que tant d'années, pourquoi il a eu des enfants. Voilà, moi, mon ouvrage, c'est plutôt quand quelqu'un lit des ouvrages sur les familles, enfin sur l'histoire médiévale de la France, ou sur l'histoire de l'époque de la Renaissance, ou même de l'époque contemporaine, d'avoir mon ouvrage pour pouvoir situer un peu tous ces personnages par rapport à ce qu'ils peuvent lire, parce que bon, moi c'est quelque chose que je comprends assez facilement, mais pour certaines personnes, c'est compliqué. Parce que quand vous voyez la dédale de généalogie, d'ailleurs, Jean-Louis Bourgogne, quand je lui avais envoyé les tableaux généalogiques, il me disait, mais moi, je ne comprends rien à ce que vous m'avez envoyé, c'est tellement complexe. Après, il faut suivre un ordre de primogéniture, hein, donc c'est assez logique. Voilà. Donc moi mon ouvrage, alors, c'est vrai que j'aurais pu me contenter de faire que des tableaux généalogiques, mais c'est un peu sec. Et moi, j'aime bien un peu raconter quand même l'histoire quand même assez succincte de toutes ces familles. Voilà. Merci beaucoup. Dernière question. Si ce travail devait se prolonger, quelles pistes aimeriez-vous explorer? Et d'une manière plus générale, est-ce que vous envisagez une suite ou un nouveau projet d'enquête historique? Parce que le généalogiste est un enquêteur, comme vous l'avez dit. Alors, j'ai plus beaucoup de projets. Parce que, bon, d'abord, j'ai 65 ans et je ne me vois pas encore à 80 ans. Puis, ce que je vous disais en aparté, les livres de généalogie ne se vendent quasiment plus. Et d'ailleurs, j'envisage que les prochains ouvrages, je ne ferai plus que des tirages au compte-gouttes. Parce que ça devient vraiment trop cher. J'ai, disons, au maximum encore 3 projets. J'ai un projet sur la descendance des ducs de Bretagne de la maison de Rennes, qui n'a rien à voir avec les ducs capétiens, hein, qui descendent de Pierre Mauclerc. En fait, cette dynastie des comtes des ducs de Bretagne de la maison de Rennes, en fait, ils ont été évincés par le pouvoir capétien au XIVe siècle. Donc j'ai ce projet, mais que j'avais commencé il y a quelques années, que j'envisage de quand même de terminer. Bon, j'étais parti sur ça se termine au XVIIIe siècle, mais dernièrement j'ai eu le malheur de mettre la main sur un ouvrage. Bon, ça se termine pas en fait. Ça sera le XXIe siècle. J'ai peut-être, si le courage, bon, même s'il y a un peu une malédiction là-dessus, c'est de faire le tome sur le 3e tome des Capétiens sur la descendance des Capétiens portugais. Là aussi, c'est très très intéressant et surtout, vous l'avez évoqué, il y a un héraldisme exceptionnel, varié, mais qui mériterait un ouvrage à lui seul. Et donc, alors ça, est-ce que je le ferai? Je vous dis, il y a une malédiction, puisque Patrick Van Kerbroek a sorti 6 ouvrages sur les Capétiens, mais n'a jamais sorti sur les rois de Portugal et leur descendance, parce que lui non plus, ça ne se vend plus, et de toute façon, il n'a plus il est assez âgé maintenant, il ne se voit plus se lancer dans cette aventure. Alors, est-ce que je le ferai? Mais si je le fais un jour, il faut que ça soit avec un auteur portugais, parce que je ne vois pas que ça puisse se faire. Et l'ultime ouvrage que j'aimerais faire, ce sera plutôt un ouvrage d'héraldique, et qui sera en fait l'héraldique capétienne, c'est-à-dire rassembler tout ce que j'ai pu voir, et puis de manière exhaustive sur la déclinaison de tous les blasons des Capétiens, qui soient légitimes ou illégitimes. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Lehette. C'est des beaux projets en perspective.
Oui. J'espère que ces 3 projets verront le jour. Je suis très intéressé par les 3 projets, mais en particulier le dernier, pour les raisons que je vous ai dites en amont Oui. de l'entretien. Monsieur Lehette, merci beaucoup. On répète le titre du livre, La dynastie capétienne, 8e, 21e siècle, bâtards, enfants naturels et légitimés et leur descendance agnatique, chez Généalogie et Histoire 2025. Monsieur Lehette, merci beaucoup et très bonne continuation. Bonsoir et merci.